c'est la faute des autres. Les autres, c'est tous des cons. C'est la croyance que je pouvais partager il y a quelques années. Ça n'aide pas beaucoup avancé, hein, ce genre de croyance dans la vie, on est d'accord. La colère, c'était mon carburant. C'était ce que je mettais dans mon moteur. C'était ce qui me permettait d'avancer. En fait, vous savez, une émotion, c'est ex movere, que ce soit la colère ou la tristesse. Moi, je pense qu'en fait, on s'incarne tous sur cette terre pour transcender l'expérience nos émotions et la souffrance. Et donc, soit je reste avec mon émotion de colère, soit je décide d'en faire quelque chose. Vous savez, c'est it's not what happened to you, it's what you do about it. Ce qui compte, c'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous en faites. Et donc la colère, c'est petit à petit ce que j'ai alchimisé, transcendé, transformé en quelque chose de positif au fil de mon parcours de vie, et c'est ce que je vais faire aussi au fil de cette conférence. Donc oui, la colère, c'était mon carburant. Oui, en effet, je vis avec la mucoviscidose. D'ailleurs, hein, ça a été bien dit pour une fois. Super. Moi, je suis Paul. Je suis pas malade, ok ? Vous êtes peut-être malade. Moi, je suis Paul. Je vis avec la mucoviscidose. Il y a moi, il y a elle. Si je peux lui mettre quelques longueurs d'avance, j'en profite. Donc c'est ce que je fais. Deuxièmement, je me bats pas contre la maladie. Si un jour vous avez parlé de moi, je sais pas quand, tout à l'heure, ou en dehors de la salle, je me bats pas contre la maladie, je me bats pour la vie, pour la joie, pour mes rêves, pour l'amour. Et puis au final, je me rends compte qu'il n'y a même pas besoin de se battre. Ok ? Ça, c'est super important aussi. Et je suis pas quelqu'un qui souffre de la maladie. Je vis avec. Voilà. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui touche 8000 personnes à peu près en France, principalement des enfants. J'ai la chance d'avoir un degré d'atteinte de cette maladie qui me permet de faire tout ce que je fais sportivement. C'est pas donné à tout le monde. J'ai la chance aussi depuis 4 ans de bénéficier d'un médicament extraordinaire qui vient des États-Unis et qui fonctionne sur moi. C'est pas donné à tout le monde. Ce médicament ne fait pas non plus que je suis guéri aujourd'hui. J'ai encore besoin de prendre beaucoup soin de moi et de mon hygiène de vie. Et puis donc cette maladie, je suis né avec, c'est génétique. Elle touche le système respiratoire et le système digestif. Donc il y a 2 composantes de cette maladie. Et donc il y a un épaississement du mucus, de toutes les sécrétions du corps en fait, et notamment du mucus dans les poumons, dans le pancréas, dans l'intestin. Et du coup, au niveau pulmonaire, cet épaississement entraîne un encombrement bronchique permanent, une diminution progressive de la capacité respiratoire de par cet encombrement bronchique. Donc en fait, c'est de l'infection, c'est du staphylocoque, du pus, du glaire, tout ça. Et donc la capacité respiratoire diminue à cause de la quantité, du volume d'infection, de l'inflammation, et puis d'une altération au final des alvéoles pulmonaires qui font plus correctement leur travail d'échange gazeux. Donc tout ce que je vais vous raconter après, je l'ai fait avec 50% de capacité respi. Et puis au niveau digestif, en fait, tout ce qui me sert à digérer les vitamines, les graisses et tout, ça va pas au bon endroit dans mon intestin, tous ces enzymes, et du coup c'est pour ça que j'ai pas besoin de faire de régime. Ensuite, donc j'avais beaucoup de colère en moi, et puis en fait, j'ai attendu, j'étais dans le déni longtemps de cette maladie. J'ai attendu après les chercheurs, les médicaments, les médecins, tout un tas de trucs. Et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est moi le patron, c'est moi qui décide ce que je peux faire ou ce que je peux pas faire. Et je me suis mis aussi, c'est pas mon médecin, c'est pas la maladie, c'est vraiment moi qui décide. Je suis le capitaine de mon âme, je suis le maître de mon destin. J'adore cette phrase aussi qu'on retrouve dans le film Invictus. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à tester des choses tous les jours pour être mieux demain. Donc tous les jours, je teste un petit truc et en me disant, et puis je fais un bilan à la fin de la journée et je me dis, ok, ça a marché, ça a pas marché. Voilà, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et donc en fait, moi je me retrouvais à faire du sport parce qu'en fait le sport c'est super important pour moi. Ça me permet de faire sortir tout ce mucus infecté qu'il y avait dans mes poumons, en sachant que jusqu'à il y a 4 ans, je sortais 2 verres par jour de staphylocoque de mes poumons. J'y passais des journées entières, 2 verres, 200 millilitres. Je suis un tueur. Je le dis avec un regard très détendu, mais je suis un tueur pour faire ça, ok? Je suis une machine de guerre. Sans avoir la perspective d'un médicament derrière, on est d'accord, hein. Et donc le sport c'est super important, ça me permet de tousser, faire sortir et tout ça. Et donc je me retrouvais là où j'habitais avant, à Besançon, pas près d'ici. Maintenant je suis au soleil, et chez moi il y a tout le temps du soleil, je cours en short toute l'année, à Béziers. Et ça c'est pour vous narguer un peu, c'est les vacances tout le temps chez moi. Voilà, je suis à 15 minutes de la mer, un peu comme toi à Marseille. Voilà, on vient les embêter un peu. Et
Et donc le sport, ouais, c'était super important pour moi. Et je me sentais comme Sisyphe, là, ce personnage de la mythologie grecque qui a été condamné à monter son rocher en de la montagne par Zeus. Bah, moi, tous les jours, fallait que j'éteigne mes poumons. Et donc, j'avais besoin de donner du sens à mon activité sportive au quotidien. J'avais besoin de rester motivé pour aller faire mon sport sous la pluie ou quand il faisait -10. Et en fait, mon rêve à ce moment-là, donc c'était en septembre 2012, mon rêve, c'est de courir un marathon. Je voulais courir le marathon de Paris, je trouvais ça cool, hein, la bataille de marathon, Philippides et tout ça. Et donc, je me suis entraîné pour. J'ai commencé à courir en septembre 2012. Je courais pas avant. Alors, pendant 3 mois, à partir de janvier 2013, je mangeais, je dormais, je courais. Dans ma vie, il n'y avait que ça. Arriver sur cette ligne d'arrivée, c'était une question de vie ou de mort. Comme le sport, pour moi, dans ma vie, c'était une question de vie ou de mort. Soit je cours, soit j'atteins la ligne d'arrivée, et il y a une porte qui s'ouvre, il y a l'espoir qui s'ouvre, soit ça se referme à jamais, en fait. Donc j'étais déterminé à y aller avec les dents, s'il le fallait, mais j'allais atteindre cette ligne d'arrivée. Je me disais, dans le stade de départ, hein, en fait, il y a 40 000 personnes tout autour de moi qui sont prêts à tout donner, à aller jusqu'au bout des 42 km 195. La tension, elle est inouïe. Moi, dans le stade de départ, je me dis dans ma tête, je suis un lion en cage. Et je me disais, tu cours. Il n'y avait pas de phrase négative, c'est pas possible. Il n'y a pas de place. D'autre part, en fait, il y a une tension qui est inouïe dans ça. J'avais dormi jusqu'à 3h du mat, seulement, ça fait 3 mois seulement que je courais. Et ce stress, je veux dire, j'ai vu des choses. Les filles, je ne sais pas si on a couru un marathon dans la salle, je vous laisse lever la main. Le marathon de Paris, les nanas, elles baissaient la culotte au milieu des Champs-Élysées, elles faisaient pipi sur le macadam. Je me dis, bon, là, c'est la guerre, quoi. Moi, j'étais en guerre, quoi. Et je dis souvent, si t'as 10 raisons de faire ce que tu fais plutôt qu'une, t'es forcément 10 fois plus motivé. Moi, j'aime Oscar Wilde qui dit, il faut avoir des rêves suffisamment grands pour pas les perdre de vue pendant les poursuites. Le même Oscar Wilde qui dit, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et puis, vous savez, Napoléon Hill, lui dit, brûlez les ponts derrière vous et voyez que vous avancez bien quand vous voyez que vous pouvez plus le tuer. Ouais. Tu les vois, les flammes dans les yeux là? Tu les vois? Ouais. Et moi, ce marathon, ça me faisait kiffer. Moi, ce qu'on me disait à l'hôpital, c'est juste d'aller faire 10 km que je sais pas d'où. Mais si j'avais juste fait ça, le truc, je me serais tiré une balle. En fait, je serais même pas là aujourd'hui pour vous en parler. J'avais besoin de cet extrême. Donc, marathon de Paris, on court, et puis 30e kilomètre. 30e kilomètre, ben, papa, maman, je vous aime. Parce que putain, on passe notre vie à dire de la merde, à parler depuis notre ego. On a 3 choses à dire, on a 3 mots à dire, on n'est pas foutu de les dire, on attend la dernière minute, la dernière seconde sur un putain de ligne noire pour les dire. Alors qu'est-ce qu'on attend? De dire je t'aime à tout votre entourage en sachant que tiens, je t'aime, ça vient solutionner tellement de choses. Donc, papa, maman, je t'aime. 48 km d'arrage parce qu'il me reste 2 km, il est juste là, mon gars, il est juste là. Pas le droit de même. 42 km 195. C'était la première fois que ça se faisait en France. C'était impossible. Pour ça, quand je lui ai dit je vais pour le marathon de Paris, on m'a dit tu vas pas y arriver. Je suis avec. J'ai Thibaut et Laurent qui m'ont fait la course avec moi. J'avais juste à courir, je te pourrais bien. J'avais pas besoin de savoir quand je devais manger ou boire, c'est lui qui gérait. Et en fait, donc ouais, je dis souvent que si t'as 10 raisons de faire ce que tu fais plutôt qu'une, t'es 10 fois plus motivé. Donc c'est à toi de trouver les 10 raisons. Mais c'est pas les 10 raisons que tu vas écrire sur un coin de table dans un calepin en 5 minutes. C'est les 10 raisons qui viennent du plus profond de tes tripes, du plus profond de ton cœur. Et c'est ces 10 raisons, c'est cette belle idée en tête qui va te faire chialer parce qu'en fait tu te dis putain mais ce serait tellement beau si je faisais ça. Cette belle idée en tête qui te fout les walpes, qui te fout la chair de poule. Cette belle idée en tête qui te prend aux tripes et qui te dit ah, il faut que je fasse quoi. Si je le fais pas, je vais regretter. Voilà. Et donc en fait, des marathons de Paris dans ma vie, il y en a eu 5. En 4 heures, donc toujours avec 50% de capacité respiratoire, j'ai mis 4 heures. En 2015, pardon. Donc 5 marathons de Paris, j'ai traversé la France à vélo, Besançon, la Pointe-du-Rhin en 7 jours. J'ai fait des courses, des trails un petit peu partout en France, la verticale de la Tour Eiffel, 1665 marches dans un temps le plus court possible. J'ai fait plein de courses et puis j'ai gravi tout un tas de sommets dans les Alpes, dans les Pyrénées, le mont Tabor, le Grand Paradis, le Buet, l'aiguille du Tour, le pic du Midi, l'aiguille du Midi, l'aiguille de la Bérengère. Enfin, je vous en passe des meilleurs. À ma 3e tentative, j'étais au sommet du Mont Blanc.
toujours avec 50% de capacité respiratoire. Depuis 4 ans, je bénéficie de cette trithérapie et je suis passé de 40% de capacité respiratoire pendant le Covid à 70%, 75% en 2 jours. Donc en 2 jours, mes poumons, ils étaient tout propres. C'est fabuleux, c'est extraordinaire, ça a changé ma vie, c'est incroyable. J'en ai profité parce que j'allais mieux physiquement, commencer par bader, par aller moins bien dans ma tête. Bah oui, forcément, c'est la servitude volontaire et en fait, ça fait peur de vivre. On a plus peur de vivre que de mourir. Je suis convaincu de ça. Et donc, bah voilà, tout un tas de défis. Et après, bah, vu que j'allais mieux, j'ai répondu à des opportunités. Je suis allé gravir le Kilimandjaro à 5895 mètres. J'ai traversé les Alpes à pied, comme on disait tout à l'heure dans l'introduction, 600 km, 40 000 des plus, tout seul et en autonomie. Et donc là, cette année, je viens de courir. Et en fait, c'est pas je qui cours. C'est pas mon ego qui court. C'est pas mon mental qui court. Moi, j'ai pas couru en mode no pain, no gain, never give up et toutes ces conneries. Moi, je cours avec mon cœur. Mon cerveau, il se balade. Moi, je joue. Mon ego, il joue. Je joue pendant que mon corps, il court. Pendant que mon cœur, il court. Et j'ai juste eu envie, ma motivation, c'était juste Forrest Gump. Faire comme Forrest Gump. Traverser un pays en courant. C'est aussi simplet que ça. Et c'est un joli mot, simplet. Comme la candeur. Ce sont des jolis mots. Et donc mon but, c'était juste de m'émerveiller de tous ces beaux paysages que j'allais voir, puisque je connaissais pas l'océan. Donc 42 marathons en 42 jours, au mois d'avril, pour mes 42 ans, en Dunkerque, en courant, sans toucher la Corse, en longeant toute la côte atlantique et puis la Manche. Donc c'était mon kiff de cette année. Et donc du coup, dimanche prochain, je cours mon 50e marathon de l'année à la Vini Vici à Nîmes. Parce qu'en fait, je me suis dit, bah, tu sais, comme Forrest Gump, quand il est arrivé au Pacifique, il se dit, bah, autant rentrer en Alabama. Bah, moi, je me dis, c'est pareil, j'ai qu'à faire 52 marathons, il y a 52 semaines, ça claque. Hein? Donc voilà. Et en fait, ce que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est 3 clés. La première clé, oui, alors du coup, oui, accessoirement, j'ai aussi porté la flamme olympique à 7 l'année dernière. Ça, c'était cool aussi. Ça n'a pas changé ma vie, mais c'était cool aussi. Et donc, je vais vous partager 3 clés. La première, c'est d'être vrai authentique avec ses peurs, ses croyances, ses valeurs. D'être vrai authentique avec son corps. Dans ma vision du dev perso, de la spiritualité, de tout ce que je peux faire dans ma vie, c'est le corps et la santé d'abord. Ça, c'est super important. Et puis, d'être vrai authentique avec aussi ce qu'on a dans le cœur. Je vais la faire courte, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire méditer, lire des livres de dev perso, aller à la JDA, faire du coaching, s'inspirer, se trouver des modèles, travailler sur soi, quoi. Et puis ne pas avoir peur d'aller se poser les vraies questions, les petites questions, là, celles qu'on a dans le cœur, quoi, qui nous poursuivent toute notre vie tant qu'on n'y a pas répondu. Je vous fais le truc en accéléré. Et donc surtout, ouais, c'est d'écouter ce qu'on a dans le cœur. Et en fait, je suis en train d'écrire un bouquin d'analyse et d'interprétation du Petit Prince de Saint-Exupéry. Et c'est ce que je dis là, c'est écouter son cœur, c'est le message du Petit Prince. C'est qu'à un moment donné dans la vie, tu peux choisir le verre à moitié plein, tu peux choisir de supposer de la merde, j'insiste là-dessus, tu peux choisir de ce qui t'enfonce, tu peux choisir la peur, tu peux choisir la mort, et tu peux choisir que le mouton, oui, il a mangé la rose du Petit Prince quand le Petit Prince il remonte sur B612, et là tu choisis de voir 500 millions, d'avoir le ciel, pardon, les étoiles qui se transforment en 500 millions de larmes. Ou alors tu peux choisir le verre à moitié plein, les choses qui sont motrices pour toi, qui t'enthousiasment, qui te permettent d'avancer, de supposer des choses positives. Parce qu'en fait, qui suis-je? Ben, je suis rien, en fait, je suis juste mes croyances. Et si je décide que je suis le Petit Prince ou un enfant de Ewa, ben, je deviens cette personne-là. Donc en fait, je choisis mes croyances, je choisis le verre à moitié plein, et quand je regarde les étoiles, je choisis que le mouton n'a pas mangé la rose, et à ce moment-là, je vois 500 millions de grelots qui savent rire. Ça, c'est un texte qui le dit. Donc, choisir l'amour, écouter son cœur. La deuxième clé, c'est la parole impeccable des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Parler positivement, faire un maximum de phrases positives. Je vous donne un exemple. Un seul. Je fais des courses, je suis dans le sport, tu as couru des marathons, les gens ils sont au bord de la route, ils disent « Allez, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien ». Le petit moustachu, le jour du 1er mai, là, « Allez, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien ». Putain, j'ai 42 ans, ça fait 42 ans qu'ils lâchent, les gars. Mais on lâche rien, c'est une phrase de loser. Mais sans déconner. Je veux dire, Usain Bolt, quand on lâche rien, t'es là, t'es en train de traîner ton boulet derrière toi, comme les Dalton, là. T'essaies de retenir un truc qui a qu'une envie, c'est de t'entraîner avec lui dans la falaise. Tu regardes derrière. Tu regardes vers quelque chose qui appartient au passé, quand tu lâches rien. Alors qu'en fait, Usain Bolt, quand il court, il prend tout ce qu'il y a à prendre. C'est ses yeux qui courent à sa place, qui vont chercher la moindre milliseconde. Donc en fait, on lâche rien. Plutôt que de dire on lâche rien, on prend tout.
Parce qu'en fait, on lâche rien, ça induit déjà la possibilité de l'échec. Autant tout prendre, en sachant bien évidemment que le cerveau, il comprend pas la négation. D'accord ? Ça, c'était la deuxième clé. Parler positivement, faire un maximum de phrases positives. Aller jusqu'à cet extrême, peut-être aussi, de remplacer les mais et mais yes dans les phrases par tout ce qui traîne. La troisième clé, c'est d'aller vers les autres, d'ouvrir son cœur, d'oser la vulnérabilité, d'oser se mettre à nu, d'oser se foutre à poil. Et c'est Nelson Mandela qui dit faire scintiller notre lumière, c'est permettre aux autres d'en faire autant. Mais moi, c'est ce que je fais devant vous, je me fous à poil. Et puis derrière, les gens après, ils viennent me raconter un petit bout de leur histoire. Et là, on se sent relié. Là, ça permet de trier ses relations, de rencontrer des gens de plus en plus énergisants, de plus en plus extraordinaires. Et puis de parce que j'ouvre mon cœur, et que ce soit toi, moi ou n'importe qui, quand on ouvre nos cœurs aux autres, on a tous des jolis rêves à l'intérieur. On a tous plein de projets pour l'humain, pour la planète. Et du coup, quand tu ouvres ton cœur aux autres, les gens, ils te suivent au bout du monde. Mais je te jure. Et ma formation de coach, alors j'ai participé à la JDA en 2017. Et à la suite de cette première JDA, on m'a offert ma formation de coach. On m'a offert l'ascension du Kilimandjaro un peu plus tard. Voilà, il y a eu cette flamme olympique. Enfin, il m'arrive des trucs de ouf, quoi. Juste parce que j'ouvre mon cœur. Ça marche, ok ? Donc ça, c'était pour les 3 clés. Et j'en termine presque. Je vais vous offrir 5 questions. 5 questions en sachant que l'amour, c'est quoi l'amour ? L'amour, il pardonne. L'amour, il fait confiance. L'amour, il écoute. L'amour, il prend soin de soi. L'amour, c'est simple, c'est fluide, c'est une évidence, ça coule de source. Ok ? C'est aussi simple que ça, l'amour. La question, je vais vous offrir the question qui vous aide à faire des choix dans votre vie et qui vous permet de vous connecter à votre cœur et d'écouter votre cœur. Et cette question, c'est si j'ai dans le choix qui s'offre à moi, que la vie m'offre là tout de suite maintenant, si j'étais l'amour incarné, qu'est-ce qui ferait l'amour ? En gros, la question, c'est que ferait l'amour ? Ok, ça c'est la première question. La deuxième question, il y en a 5. Hein. Si vous en rappelez pas, vous pouvez aller voir sur mon Instagram, dans les posts, vous allez remonter, vous allez retrouver les questions, c'est obligé. Que ferait l'amour ? Que ferait l'amour de moi maintenant ? Qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment ? Peut-être que si au milieu de la rangée, puis que j'ai envie d'aller faire pipi, j'en dérange toute la salle et je vais aller faire pipi. Mais c'est ça l'amour de soi. Ça commence par là, on est d'accord. Le corps d'abord. Donc que ferait l'amour ? Que ferait l'amour de moi maintenant ? Qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment ? Dans le choix que j'ai à faire là tout de suite maintenant, où est l'envie ? Où est l'enthousiasme ? Où est la peur ? Et la dernière question, c'est qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur ? Voilà pour ces 5 questions que je vous partage avec le cœur. Et pour finir, je vais reprendre le titre de mon intervention qui était « La maladie est une chance ». Pourquoi je dis ça ? Parce que quand je dis ça, j'ai conscience que pour certains, ça peut être difficile à entendre. Il y a des parents, il y a des enfants qui partent, il y a des parents qui restent. J'ai conscience de ça. Du processus de deuil qu'il peut y avoir au travers de tout ça qui paraît insurmontable et qui est extrêmement douloureux. Pour autant, quand je dis que la maladie est une chance, et que ce soit pour les patients, pour les parents, que pour les enfants, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une chance pour prendre encore plus soin de soi, prendre encore plus soin de ses rêves, de ses émotions, de ce qui compte vraiment, de ce qu'on a dans le cœur, encore une fois, ce qui me fout les poils, ce qui me fout chialer, parce que c'est beau, ce qui me prend aux tripes. C'est une chance pour écouter ses rêves, c'est une chance pour dire encore plus souvent « je t'aime » à tous les gens qui nous entourent. La maladie, c'est une chance pour prendre encore plus soin de sa santé. C'est une chance pour s'émerveiller de la beauté de la nature, de la chance qu'on a de vivre sur cette terre magnifique avec des poumons qui respirent et un cœur qui bat. Voilà pourquoi la maladie, c'est une chance. Et la vie, elle perd parfois. Et moi, j'ai cette croyance-là et cette conviction que j'ai envie de vous partager. La vie, elle perd parfois. Mais l'amour, il gagne toujours. L'amour gagne toujours. Voilà. Ça, c'est en ça que la maladie, c'est une chance. La vie, elle perd parfois, mais l'amour, il gagne toujours. Et donc, j'en termine sur cette conférence. J'en arrive même à me dire aujourd'hui que la vie, c'est juste un jeu. La vie, c'est un jeu. L'amour gagne toujours. Et au final, ce que je vous propose, c'est simplement d'écouter votre cœur. Et puis ensuite, de passer à l'action. Voilà. L'amour gagne toujours. Pah!